Danny Gagnon, le 5 novembre 2021. La nécromancie blanche mémoire. J'utilise le mot nécromancie, mais on rentre dans la magie. On rentre dans le monde de la magie. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'avec le temps, j'ai observé que l'environnement, ou la Terre, Gaïa, dans son ensemble, est un lieu de guérison, est un lieu de reconstruction. C'est un lieu de magie naturelle qui a un très grand pouvoir de guérison et nous faisons partie, ou plutôt nous sommes son fruit, le fruit de Gaïa, nous sommes le fruit de la terre et nous sommes le fruit d'un lieu de guérison. Nous sommes, de façon naturelle, des thérapeutes ou des guérisseurs de notre environnement. Au même titre que n'importe quel végétal ou animaux, ou poissons ou autres, les oiseaux, nous participons à maintenir la santé. Et l'abondance, la richesse, la vraie richesse. Et rentre dans cette conception-là le traitement des mémoires, le traitement des mémoires mortes ou à changer. Ça fait partie d'un cycle d'assainir les mémoires. Et nous avons oublié quelque part que nous avions la capacité magique de capturer des mémoires pour les soigner. Alors, je vous donne un exemple qui rentre dans la compréhension de la magie blanche dans l'écriture. C'est de saisir une pensée obscure ou d'avoir des mauvaises pensées, ou d'avoir des mauvaises énergies ou des mots et d'arriver à mettre un mot ou de l'écrire. À partir du moment que tu écris une chose, tu l'attaches. Tu viens de fixer quelque chose qui était dans le subtil dans la matière. Ce qui était invisible et insaisissable devient observable et lisible. Et à partir de ça, souvent en donnant des noms, des mots, et par les chants aussi. Donc, nous avons la capacité d'aller saisir dans le subtil et de le ramener dans la matière et de l'ancrer. De l'ancrer, de l'attacher. Alors, je prends l'énergie, je l'écris, j'écris le mot. J'écris le mot dans le sens mot malaise et le mot écrit. Et je vais vers un soin, je vais vers un traitement,
soit en me servant des éléments, en communiquant souvent avec soit l'entité ou autre, pour défaire un cycle qui est soit en boucle, qui est destructeur, ou qui vient moi j'appelle ça faire de l'oppression. Cette oppression vient souvent nous donner des troubles, soit de mémoire, soit des troubles cognitifs, corporels, de toute nature. Donc, le fait d'écrire et le fait de transformer les énergies fait de nous des guérisseurs. Un autre exemple des guérisons, mémoire, mais au niveau naturel, c'est la compréhension du pic-bois et des hommes. Le pic-bois, lui, c'est un animal, un oiseau qui va se nourrir d'insectes intégralement. Je crois, en tout cas. À ma connaissance, c'est un insectivore. Il ne mange pas de graines. Donc, il va se nourrir d'insectes qui vont avoir pris place dans les arbres. Mais un arbre en santé ne se laisse pas envahir si facilement. Donc, le pic-bois a la fâcheuse habitude de percer des arbres sains, de percer des trous pour donner accès aux insectes. Lui amener une richesse. Donc, il va se servir d'arbres qui sont plus sucrés, qui sont plus attirés, qui attirent plus les insectes, qui ont vraiment un penchant à être plus sucré, plus savoureux, pour donner un bon goût aux insectes aussi. Donc, le pic-bois va choisir des arbres qui sont naturellement portés à être appréciés des insectes. Alors, on va voir des tilleuls, des pommiers, des érables, une multitude d'arbres agressés par les pic-bois pour favoriser l'invasion ou l'intrusion d'insectes. Donc, le pic-bois est un ravageur des forêts. Il va créer, par le même fait, un habitat pour les insectes. Et indirectement, lorsque les arbres meurent, va créer des maisons pour d'autres animaux, en dehors des insectes, dont eux-mêmes, qui vont creuser leur nid dans les arbres morts. Pour les hiboux, pour les chauves-souris, une multitude d'autres oiseaux vont avoir besoin d'arbres morts pour nicher. L'homme, dans ça, a besoin de bois mort. A besoin du fruit des arbres aussi. A besoin d'arbres en santé. Donc, l'homme, de façon naturelle, pour se chauffer, pour s'alimenter, va faire des feux. Et pour ça, il va prendre ce qu'il y a de disponible, c'est-à-dire du bois mort, des branches mortes, et participera à un ménage et un cycle. Un cycle naturel et dans une mémoire naturelle aussi. L'homme, le jardinier des forêts, le thérapeute de la nature, va participer dans ce cercle avec le pic-bois
à ce mouvement-là. Donc, anciennement, au niveau des Premières Nations, avant qu'il y ait des scies mécaniques puis des scies, c'était soit des tomahawks ou des pierres ou de la force de ses bras pour casser des arbres et pouvoir alimenter les feux. Donc, les camps d'hiver étaient sélectionnés en fonction de la capacité de bois mort, de branches mortes, pour qu'ils aient de quoi alimenter leur feu le plus longtemps possible pour garder la chaleur. Donc, un environnement qui va avoir été visité par les pics-bois, par une pousse rapide, si on peut dire, d'une multitude de petits arbres vont finir que les petits vont être étouffés par les grands. Il va y avoir beaucoup d'arbres morts au travers des résineux et un peu toutes sortes de variétés d'arbres. Donc, c'est important de tenir, si on peut dire, des cercles qui vont être souvent dévastés et pour avoir une régénérescence. Moi, à côté de chez moi, il y a eu un hécatombe, si on peut dire, là. C'était une terre agricole sur laquelle je suis, puis ils ont déroché la terre et ils avaient la mauvaise habitude ou la fâcheuse habitude de pitcher leurs roches tout partout dans la forêt. Ils ont abîmé les arbres, ils ont abîmé le sol. Le sol est devenu un sol rocheux en surface, si on peut dire en bordure ou en certains lieux, beaucoup plus. Il y a vraiment des voyages de roches qui ont été faits, dompés. Puis quand les arbres se sont mis à pousser au travers de ça s'est mis à être des arbres blessés par la racine, blessés vraiment au niveau du sol. Le sol est devenu impropre à la forêt. Et ce qui s'est passé, c'est que les pics-bois se sont mis de la partie dans ça. Puis il y a des grandes zones d'arbres morts, dévastés, plein d'insectes, de champignons, et ainsi de suite, faisant que d'un arbre mort à un arbre sain, et d'une multitude d'arbres morts, les arbres sains trépassaient. Il y a eu très peu d'arbres sains qui ont réussi à se maintenir dans ces milieux-là par la rudesse du sol et par l'intervention des ravageurs. Et l'homme n'a pas corrigé sa faute. Il n'a pas replacé la terre. Donc, quand je me promène dans ces coins-là, je m'affaire à replacer le jardin, replacer un peu les roches, la terre. Je m'en sers dans certaines de mes choses. C'est pas mauvais d'avoir des roches. Les roches font des puits d'air pour les érables. D'avoir certains lits de roches à certains endroits favorise l'aération au niveau des racines. Mais il faut sélectionner les endroits, il faut sélectionner les lieux pour que ça soit bénéfique et non problématique pour la végétation. Puis, tout ce travail-là, d'aider un peu la terre au niveau de son sol, puis de faire brûler les branches, faire brûler les arbres morts, va amener une santé. Le pic-bois, il est là pour rester. Puis en passant, si nous mangerions des insectes, le pic-bois serait un allié
de grands talents pour nous nourrir. Parce que des mangeurs de fourmis, ça allait exister, puis ça existe peut-être encore. Mais il y a des hommes, il y a des personnes qui coupaient des arbres anciennement, qui prenaient des bûches pleines de fourmis, puis qui fendaient ça l'hiver, puis qui mangeaient ça, parce que c'était très bon. Alors, ça s'est fait, ça se fait plus, parce que c'est peut-être plus à la mode, là. On est capable de se nourrir plus facilement, là. Mais la nourriture par les insectes a déjà fait partie de nos mémoires. Et tout ce cycle-là fait partie de nos mémoires. L'entretien de la forêt, l'entretien des arbres, les arbres fruitiers, la coexistence des espèces et de toute cette tout ce partage-là de vie qui circule est une mémoire en soi. Alors, pour quelqu'un qui n'est pas du continent ou qui n'est pas de la région, qui n'est pas né dans ce milieu-là, la particularité est de reprendre contact avec les mémoires des êtres qui sont devant nous. Avec la pierre, avec les arbres, les végétaux, toutes sortes de... tout ce qui nous entoure. Et nous avons des professeurs des mémoires. Nous avons les professeurs des mémoires qui sont les gardiens des lieux. On parle des écureuils, on parle des animaux. Des animaux, que ce soit sauvages ou des animaux domestiques. Parce qu'ils sont appelés à être dans cette nature-là, à la mesure qu'on les laisse aller. Et ils découvrent par eux-mêmes. Ils nous enseignent ce qui est bon de ce qui ne l'est pas pour nous. Alors, cet été, j'ai appris beaucoup des poules. Elles ont partagé leur savoir avec moi de ce qu'ils consommaient, ou ce qu'ils avaient appris à consommer, et qui ont partagé. Ils ont partagé l'information parce que c'est des animaux qui partagent. Alors, on observe les animaux, on observe les couleuvres, on observe les grenouilles, on va observer les corneilles. Puis ils vont nous enseigner les cycles et les mémoires du milieu, du vrai sens du milieu de vie que l'on habite. Ça fait partie de cette magie noire-là. Cette magie blanche-là, excusez-moi. Et cette magie blanche-là, cette necromancie-là, si on peut dire, c'est de restaurer les mémoires. De les faire émerger. De participer avec Gaïa, par nous, les thérapeutes de la Terre, à raviver les mémoires du lien qu'on a avec la Terre. Alors, il y a dans le cycle des mémoires naturelles le froid. La période froide et la période chaude. Et on va observer que les érables ou d'autres sortes d'arbres en général vont faire descendre leur mémoire ou leur capacité mémorielle au niveau de la souche, au niveau du sol. Parce qu'ils se placent vraiment, si on peut dire, dans une position qui leur est
le plus favorable. Et la position la plus favorable, c'est à la chaleur, au niveau des racines, et jusqu'au niveau de la souche, parce que la souche, elle gèle moins. Parce que l'arbre, d'abord, a un antigel naturel. Et au niveau de la souche, au niveau de son cœur, au niveau de son niveau le plus bas, là est portée toute sa capacité d'émergence au printemps. Alors, lorsqu'on coupe un arbre en hiver, nous permettons à l'arbre de se réveiller et de retiger facilement. Parce qu'il y a des périodes à l'année, si on les coupe à un moment donné, ils auront beaucoup de misère à se reconstruire et à survivre. Vraiment, ils vont avoir... C'est une possibilité de les tuer. Vraiment, des faire mourir dans l'instant, là, en les coupant dans une mauvaise période. Alors, le fait de couper des branches l'hiver, de couper des arbres l'hiver, va être un cycle naturel pour un retour aux mémoires dans la facilité. J'ai éclairci des petites érables ce printemps, cet hiver, l'hiver passé, puis toutes les souches ont toutes retigé. C'est-à-dire que quand je les ai coupées, ça a alimenté les lièvres durant l'hiver. Je l'ai fait d'une façon progressive. Et au printemps, les tiges ont poussé. Et à la prochaine hiver, toutes ces nouvelles pousses-là vont amener une alimentation aux lièvres, aux chevreuils et à tout autre petits mammifères qui ont besoin de ce sucre-là, de ces bourgeons-là, pour se nourrir. Donc, j'ai participé, par la mort d'un arbre, à, si on peut dire, sans faire mourir la mémoire. Il y a une différence entre tuer un arbre et tuer la mémoire de l'arbre. Donc, j'ai participé à un cycle de vie pour les animaux dans l'hiver et participer à un cycle de vie pour l'été dans un renouveau. Donc, en faisant ça de façon relativement régulière, nous maintenons une alimentation pour toutes les espèces dans tous les étages d'alimentation des animaux ainsi que des insectes. Donc, le froid participe à une sauvegarde des mémoires et crée un ralentissement particulier, au même titre que la terre elle-même. J'ai planté des oignons ce printemps dans mon jardin, des petites échalotes françaises, puis je m'attendais qu'elles allaient bien pousser. Et à ma grande surprise, je me suis rendu compte qu'elles avaient brûlé les racines et les tiges, puis ils n'ont pas poussé ou pratiquement pas poussé de l'été. Mais le petit oignon ne s'est pas détérioré, il n'a pas pourri pour autant. Il a réussi à survivre, puis à se maintenir en vie dans la terre. Pour moi, c'est une force extraordinaire que la Terre a, c'est de préserver les mémoires et de nourrir ce qui porte la mémoire aussi. Il y a des graines qui sont dans la terre, qui sont là pendant des années,
pousse pas. À un moment donné, tu viens, puis tu changes la terre un peu, puis pouf, ça germe. Ça vient de où? C'était là. C'était pas loin, là. Tu brasses de la terre, tu viens changer l'acidité, tu viens changer la nature même du sol. Ça va favoriser certaines graines plus que d'autres. Donc, le froid, la terre, un autre exemple pour la préservation des mémoires, les carottes que tu laisses dans la terre, plutôt que de les mettre dans des sacs au frigidaire ou dans des grandes places de réfrigération, ils vont être beaucoup plus belles si tu les gardes dans la terre qu'autrement. C'est stupéfiant, c'est fantastique. C'est un bel exemple de conservation des mémoires. C'est pour ça que je dis que la terre, Gaïa, toute la création, est un lieu de guérison. Une guérison des mémoires et de transformation de ce qui est de bonne mémoire et de mauvaise mémoire. Les mauvaises mémoires vont se faire consommer. C'est pour moi une certitude. Alors, bon, il y a les mémoires, le froid, la conservation des mémoires. C'est sûr qu'il y a aussi le soleil qui nourrit, mais le soleil qui brûle aussi. Le soleil est nourricier dans le sens qui accélère. J'en ai déjà parlé. Dans la maturité solaire, la maturité solaire est un moment particulier qui fait que la plante, à un moment donné, décide OK, j'ai atteint une certaine maturité et je vais compléter ma saison. L'arbre va décider à quel moment, avec les feuilles, à quel moment qu'il termine la saison. Ils vont se rendre au plus loin. C'est la même chose pour les tiges neuves du printemps. L'érable va faire une tige de à peu près une douzaine de pouces à 18-20 pouces durant l'été. Et en cours d'été, il va décider, OK, est-ce qu'on se lance pour un autre pouce, une seconde poussée? Dans certains cas, il se relance pour une seconde poussée et va rajouter une douzaine de pouces et même au plus. Et on voit des repousses annuelles, des fois jusqu'à 3 pieds de long, en milieu favorable au niveau de l'eau ou de certains effets environnementaux. Il y a eu beaucoup de soleil, en même temps il y a eu un bon approvisionnement en eau qui va favoriser les pousses et une longueur de saison qui va favoriser la poursuite des pousses. Et donc le soleil va venir à la fois nourrir et à la fois venir créer une espèce de gestion de la mémoire. Autant de pouvoir les altérer que de les soutenir. Parce qu'on comprend que d'être trop longtemps exposé au soleil ou un soleil trop fort va brûler une plante. Va vraiment la choquer. C'est ce que l'on observe quand on prend une plante qui est à l'intérieur, puis on la sort à l'extérieur. Elle va pogner un coup de soleil, puis ce que ça va faire, c'est que les feuilles qui ont pris un coup de soleil, ils vont mourir. Il va falloir que la plante retige en eux pour se refaire. OK. Donc, le soleil fait partie de la chose, puis tout dépendamment aussi des points cardinaux. Donc, je vous donne un exemple d'une toiture qui est faite en bardeau de cèdre.
une toiture qui est faite en bardeau de cèdre va user presque 2 fois plus vite du côté sud que du côté nord. Elle va rester plus belle parce qu'elle reste humide plus longtemps et que le soleil est toujours plus fort au matin que dans l'après-midi. Comme si dans la journée, l'effet d'humidité qui se crée dans le jour vient faire obstacle au soleil qui le rend moins agressif. Plutôt que le matin, quand tout est clair, tout est pur, les toitures versant sud sont beaucoup plus affectées par le soleil dans sa détérioration que le côté nord. Bon. Dans les mémoires, j'ai parlé d'une mémoire amérindienne que j'avais, autochtone. Et c'est un enfant qui est mort par le bison. Et il est l'enfant de... Il est l'enfant des hommes, mais il n'est pas l'enfant d'un homme, étant sa source. La source n'est pas l'homme. L'homme est porteur d'une semence qui est plus céleste. L'enfant, quand il naît libre et le parent en question, dans la notion que l'on a d'aujourd'hui, n'a pas de domination ou de contrôle sur l'enfant qui est né là. C'est un être à part entière qui demande à s'épanouir et qui va grandir. L'enseignement qu'il va recevoir va être l'enseignement de la nature et de ce qu'il porte lui-même par enseignement. Donc, l'enfant a la connexion qu'il a avec son environnement et vient le définir. Cet enfant-là est un enfant du ciel et de la terre. Sa mère, c'est une mère porteuse. C'est pas sa mère qui est autant une propriété dans le sens que dans l'autre. C'est une femme qui va porter un enfant, un être vivant, indépendant et libre. C'est la même chose pour le père. Donc, l'enfant n'a pas un père. Il a une communauté qui est comme une paternité. Et l'environnement est à la fois la mère, mais une paternité dans son enseignement. Il va apprendre du masculin sacré à travers toute la création. Et le féminin sacré, qui est en toute chose, le nourrit. Le féminin sacré est lié directement à la nourriture et soutenir la vie. Tout ce qui soutient la vie est le féminin sacré. C'est la mémoire que porte cet enfant. Lorsqu'il décède, lorsqu'il meurt, il ne pense pas à sa mère. Il pense à la mère terre. Il ne pense pas à son père. Il pense au plan céleste qui habite tous les êtres. Il connaît la douleur. Il connaît la violence de l'action qui a été posée contre lui. Il connaît l'intention et il comprend cette dynamique-là d'être à un certain moment donné le prédateur et à un certain moment donné être la proie. C'est
c'est la mémoire que j'ai de cet enfant-là. Et c'est pour moi une très grande richesse parce qu'il me guide vers où je veux aller. C'est comme une étoile. Il devient une étoile, il devient une mémoire guide qui m'éclaire et qui me guide dans l'harmonisation de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous porte, ce qui nous supporte aussi, parce qu'on fait subir. Alors, cette mémoire-là me ramène à mes mémoires de jardinier de la forêt que moi, je porte en moi. Il est arrivé un événement particulier quand j'étais plus jeune. Mon père, à un moment donné, avait décidé que tout le flanc d'un coteau, d'une côte, il allait tout raser ça. Il allait tout bûcher ces arbres-là. Il allait bulldozer ça, puis mettre ça dans un tas pour faire je sais pas trop quoi. Puis c'était dans ses dessins, c'était dans ses plans. Puis pour moi, c'était inacceptable de faire souffrir ces arbres-là et de les voir être empilés, arrachés, déracinés et mis dans un tas pour succomber. Et comment je pourrais dire ça? Agoniser. Alors j'avais entrepris de couper les arbres avec une petite hache pour abréger leur souffrance à venir, pour qu'ils n'aient pas à souffrir de ce que mon père préparait pour eux. Alors, ma mère m'a vu faire ce que je faisais. J'avais 10 ans à peu près. Et je coupais des épinettes pour ménager une souffrance à venir. Et là, elle a trouvé que c'était pas correct. Elle m'a arrêté de faire ça. Puis finalement, elle a sûrement parlé à mon père parce que ça s'est jamais fait. Et au lieu où ce que j'ai coupé les épinettes, après quelques années, c'est une maisonnette d'enfants qui a été construite là. Et le petit bois qui a poussé est devenu un bocage qui entoure la maisonnette, qui est devenu un lieu de jeu pour les enfants. Ça a été un revirement et une magie en soi de retransformer ce lieu qui avait des dessins pour moi de cruauté, pour le transformer en un lieu de dessin, de belles mémoires. Un lieu qui porte des belles mémoires au lieu d'un lieu qui porte des mémoires de cruauté, des mémoires cruelles, de blessures. Comme mon petit bois à côté de la maison présentement, où il y a eu des traumatismes. Donc, j'ai en moi une connexion avec le soin aux arbres et un langage aux arbres. J'observe par leur expression végétale les besoins ou leurs problèmes, non seulement par leur expression végétale, mais aussi par mon ressenti et ma communication. J'ai eu à un moment donné
J'ai vécu une dépression, un moment dur dans ma vie. Et ce qui m'a le plus aidé, c'est d'avoir été me réfugier dans la forêt. Et je me suis assis dans un lieu que j'aimais, que j'affectionnais, qui était une grosse érable croche. Et j'avais placé une belle grosse pierre plate à côté où je m'assoyais. Donc je me suis assis avec l'arbre, contre l'arbre, sur la roche. Et j'ai été là longtemps pour passer la peine et trouver une nouvelle force, trouver une nouvelle source, trouver une connexion que je ne connaissais pas auparavant. Là, l'arbre a été là pour moi et la pierre a été là pour moi. Et au fil des années, j'ai vécu de grands moments de communion avec cet environnement-là, cette magie-là. J'ai connu de grands moments de magie avec la terre, avec la montagne, avec toutes les rivières, tous les cours d'eau, toute la vie qui m'entourait. Je suis rentré en contact avec la magie de la forêt. Et à la capacité que nous avons de communiquer avec la mémoire de cet environnement-là. Et par notre capacité, notre sentiment, notre cœur, dans l'ouverture de notre cœur, à s'émanciper dans ce mouvement-là. Ce que j'ai parlé aussi tantôt un peu d'une forme de perfection collective, mais dans l'environnement. Pour l'instant, pour cette nécromancie blanche-là et cette magie blanche-là, ça fait pas mal le tour, mais je crois sincèrement à la guérison des mémoires ou au transfert de l'énergie, soit pour aider des entités qui portent des mémoires lourdes ou à d'autres entités pour enlever, parce que je parle dans d'autres entités, je parle d'égrégores, d'aller chercher dans ces égrégores-là ce qui est négatif pour le retransformer en positif. De prendre le titre de Premier ministre et de l'assainir. Ça ne comprend pas et ça ne veut pas dire assainir les ministres actuels. C'est assainir le titre, redonner au titre la noblesse du titre. Je crois que c'est une possibilité. Et c'est en sortant d'un certain cycle de penser que l'on contrôle et que l'on domine par ces titres, qu'on a du pouvoir, alors que c'est tout le contraire. Tout le contraire, nous sommes au service. Par ces titres, nous sommes au service de ce qui est divin, de ce qui est plus grand que nous-mêmes, et de ce qui répond aux meilleurs
ça comprend l'environnement dans toute sa profondeur. Alors, je vous remercie et à la prochaine.